Parce qu'un enfant qui souffre d'hyperactivité n'est pas un enfant mal élevé, parce que les parents souffrent également, parce que c'est un enfant qui a besoin d'une compréhension, d'un accompagnement particulier. On en parle ce matin justement avec deux spécialistes. Docteur Fatine Fifani, vous êtes psychiatre, présidente de l'Association marocaine de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et Hind Bouamar, vous êtes neuropsychologue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Onzito. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'incompréhension autour de l'hyperactivité. Il y a beaucoup de stigmatisation et c'est pour cela qu'il était important pour nous de faire cette émission. Justement, on a l'impression, docteur Fatine Fifani, que le terme hyperactivité est mis à toutes les sauces. Un enfant qui bouge, un enfant qui joue beaucoup, un enfant qui est actif, eh bien, est catalogué forcément d'hyperactif. Pour vous, les spécialistes, qu'est-ce que ça veut dire exactement le TDAH, le trouble justement déficit d'attention, hyperactivité, qu'est-ce que c'est exactement? Alors justement, comme vous venez de le dire, c'est un trouble. Ce n'est pas un problème d'éducation, de mauvaise éducation surtout, comme on a tendance à le penser, mais c'est un trouble qui est lié au développement du cerveau. C'est un trouble neurologique, neurodéveloppemental. C'est-à-dire qu'au moment où le cerveau se constitue, il va y avoir un certain nombre d'anomalies, que ce soit au niveau du volume, de la substance blanche, de la substance grise, mais également au niveau donc des interactions, de tout ce qui se passe, de la neurochimie. Je vous épargne des termes un petit peu trop compliqués. Mais c'est bien de comprendre. Donc au niveau cérébral, donc on va avoir des anomalies de volume, des anomalies au niveau du fonctionnement, c'est-à-dire si je vous prends le cerveau d'un enfant qui va souffrir de ce trouble-là, avec le cerveau d'un sujet témoin, et que je demande aux deux de faire une tâche particulière, et que je regarde ça à l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire quelles vont être les régions cérébrales impliquées, par exemple. Donc l'enfant qui souffre de TDAH va avoir des difficultés à inhiber, par exemple, des zones cérébrales qui ne sont pas pertinentes dans l'activité qui lui est demandée. D'accord. Donc nous allons avoir ce type d'informations. Donc effectivement, c'est structurel. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est structurel. L'enfant naît avec ça? Absolument. D'accord. Oui. Donc c'est in utero que ça se passe? Absolument. C'est au pas moment du développement du cerveau. Voilà. Très bien. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce soit tellement incompris? Et pourtant, on parle beaucoup du problème de l'hyperactivité de l'enfant, donc on a l'impression qu'il y a de plus en plus de sensibilisation autour du sujet, mais il y a autant de sensibilisation que d'incompréhension. Absolument. Mais alors, écoutez, ça, c'est tout un travail de sensibilisation qui doit être fait, mais qui doit être bien fait. Parce que justement, là aussi, ce qui interpelle le plus les gens, c'est le problème moteur. Alors que l'hyperactivité, n'est d'ailleurs le trouble pour les psychiatres, s'appelle trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. L'hyperactivité est facultative, mais c'est ce qui attire le plus l'attention des gens. Le problème essentiel, c'est le déficit attentionnel. Et c'est ça qui peut impacter la scolarité de l'enfant, et c'est ça qui peut impacter son avenir d'adulte. D'accord, donc on va voir tout ça en détail. On parle de diagnostic également. Alors Hind Bouamar, vous êtes neuropsychologue. Le diagnostic se pose entre vous et les psychiatres en général? Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait vraiment une prise en charge qui va être multidisciplinaire. Donc généralement, les parents vont soit consulter en premier lieu un psychiatre ou un psychologue, et en fait après la prise en charge va se faire vraiment pour qu'il y ait un diagnostic. Il faut qu'il y ait des tests qui vont être ce qu'on appelle un bilan neuropsychologique qui va être réalisé. Il va y avoir au préalable une investigation un petit peu, ce qu'on appelle une anamnèse, pour vraiment retracer l'historique à la fois médical, donc scolaire, familial, pour essayer de comprendre un petit peu depuis combien de temps sont apparus les troubles, dans quel cadre est-ce qu'ils apparaissent. Alors justement, quelles sont les questions que vous posez aux parents et à l'enfant? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour poser un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention, il faut surtout d'abord que les troubles soient présents depuis au moins 6 mois. Parce que l'agitation peut apparaître dans d'autres cas de figure. On peut avoir une agitation chez un enfant qui est dépressif. On peut avoir une agitation chez un enfant qui est dans un contexte de drame familial, avec parfois des décès, des choses comme ça. Donc il faut vraiment déjà que ces difficultés soient présentes depuis un certain nombre de mois. Il faut aussi que ces difficultés... Pardon, alors juste, je pose une question par rapport à cela. Quand vous dites depuis au moins 6 mois, et en même temps, docteur Fifani disait tout à l'heure, on est avec ce trouble. Bon, on se dit que l'enfant, dès son développement, même bébé, va présenter une forme d'agitation. Est-ce qu'on se trompe?
Tout à fait. Allez-y. Il va présenter cette forme-là, sauf que ce qui est pathologique, ce n'est pas un symptôme. Un enfant de 4 ans qui bouge dans tous les sens, c'est normal. Oui. Si tu as son développement, on ne s'attend pas à ce qu'un enfant de 4 ans reste assis comme un adulte. D'accord. À partir du moment où commence la scolarité, c'est là où commencent les problèmes. Parce que c'est là où on se rend compte que ce trouble-là impacte. Hein, Mais par exemple, un bébé qui dort pas beaucoup, oui. un bébé qui est agité, est-ce que ce sont des signes annonciateurs ou à ce stade-là du développement de l'enfant, sa première année, on ne peut vraiment pas poser de diagnostic? Non, c'est clair. C'est clair que le diagnostic ne se pose pas durant les premières années, qu'on laisse l'enfant se développer et que ce n'est qu'ensuite, a priori, donc à partir du primaire, qu'on peut réellement poser le diagnostic. Mais ça ne veut pas dire que les difficultés ne sont pas là. C'est-à-dire que généralement, dès la garderie, dès la prématernelle, on va retrouver des signes qui vont être un petit peu annonciateurs. Ça ne veut pas forcément dire que l'on va aller direct, que forcément il y aura un TDAH par la suite, mais il y aura déjà des signes un petit peu annonciateurs. Ce sont des enfants qui vont avoir du mal avec les routines, ce sont des enfants qui vont avoir du mal avec la discipline. Donc déjà, ce sont des choses que l'on peut déjà repérer, qui vont pas forcément être à ce moment-là très dérangeants dans la vie quotidienne de l'enfant, dans la vie quotidienne de la famille, mais qui, au fur et à mesure, vont quand même être difficiles pour l'enfant et qui vont après interpeller les parents et même les enseignants à l'école. C'est plutôt le CP, l'âge de la période de diagnostic, parce que c'est là où finalement on attend un petit peu de l'enfant d'être plus élève qu'enfant à l'école. C'est ça? C'est souvent le début du primaire où ce sont les écoles qui font le premier pas et qui convoquent les parents pour dire il y a un problème. Votre enfant n'arrive pas à s'asseoir. On est censé être assis dans une classe, dans une vraie classe, suivre ce que dit l'enseignant, respecter des consignes, écrire ce qu'il y a au tableau, etc. Et c'est là où il y a de vraies difficultés parce que c'est des enfants qui vont être incapables de se conformer à ce type de Mais justement, vu que ce sont des enfants qui sont incapables de se conformer parce que physiquement ils ne peuvent pas, c'est pas qu'ils sont mal élevés ou qu'ils n'ont pas envie d'écouter. Justement, est-ce que les enseignants sont suffisamment sensibilisés à cela? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de, entre guillemets, maltraitance vis-à-vis de ces enfants? Qu'est-ce qu'on vous raconte, par exemple? Qu'est-ce que les parents vous racontent comme problème avec l'école? Oui, il peut y avoir énormément de problèmes. C'est clair que l'enfant peut être stigmatisé. Ça va être le bacille de la classe, hein, celui dont personne ne veut, celui à côté duquel personne ne veut s'asseoir parce qu'il a souvent des réflexions désagréables. Et donc, il va être stigmatisé, cet enfant, au sein de la classe. Et souvent, quand on appelle les parents, c'est pour leur dire « Ah, votre fils, de toute façon, il ne fera rien. » ou « Votre fille, il va pas réussir, il s'intéresse pas. » Ou alors, on pense que c'est un enfant qui n'est pas suffisamment intelligent. Alors que là, c'est extrêmement important de souligner que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On revient sur le diagnostic parce qu'on est passé trop rapidement dessus. On revient sur le diagnostic. Donc on a dit il faut vraiment que le trouble soit là depuis au moins 6 mois. Et, je vous laisse finir. Et qu'il soit présent dans au moins 2 milieux. C'est-à-dire qu'il soit présent, par exemple, à la maison, mais aussi ailleurs, à l'école généralement. Parce qu'on ne peut pas avoir juste un trouble attentionnel ou un trouble ou de l'agitation uniquement dans un milieu. Donc il faut absolument qu'il y ait au moins 2 milieux où les troubles apparaissent. Et il faut que ce trouble interfère de manière significative avec le fonctionnement et familial, et social, et scolaire de l'enfant. C'est-à-dire concrètement? C'est-à-dire concrètement que ça pose problème. C'est-à-dire que l'école s'en plaint, que la famille s'en plaint, que ses parents s'en plaignent, que tout le monde est malheureux. Mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui tendance à trop se plaindre des enfants qui sont juste agités, sans parler de troubles d'hyperactivité? On est de moins en moins patient vis-à-vis de l'enfance. On a presque envie d'avoir des enfants indépendants. Dès le départ. D'accord. Je peux comprendre votre questionnement par rapport à ça, mais ça, c'est de l'ordre de la pathologie, c'est-à-dire que c'est excessif. C'est cet enfant-là qu'on va remarquer au milieu de 30 autres. Vous imaginez? C'est lui qui va attirer l'attention. Tous les enfants vont avoir le même âge, mais ils vont tous être plus ou moins intégrés. Ça sera cet enfant-là qui aura le comportement excessif. Le comportement qui attire l'attention, c'est-à-dire, j'ai un de mes patients qui s'allongeait, au lieu de s'asseoir, il s'allongeait sur sa table de travail, qui au lieu de suivre le cours, jouait avec ses stylos ou se mettait sous le bureau. Voilà. Mais justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui souffre de TDAH? C'est-à-dire que si on prend un enfant, entre guillemets, dit normal, et un enfant avec trouble déficit de l'attention
avec ou sans hyperactivité, parce que c'est important aussi de faire la nuance entre les deux. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne à l'intérieur? Comment ça fonctionne? Alors, on va avoir 3 grands types de symptômes. Alors, les symptômes liés à l'inattention, et c'est ça ce qu'on ne voit pas, c'est la partie un peu cachée de l'iceberg, mais la partie la plus importante par la suite, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va être incapable de fixer son attention de façon soutenue et longtemps sur un sujet, quel que soit le sujet. Il va être distrait facilement par des stimuli, qui soient internes, il a pensé à quelque chose dans sa tête, donc ça y est, il est parti avec, ou alors externes, le copain a fait tomber le stylo, je ne suis plus le cours, je suis en train de regarder le stylo et d'aller le chercher. Donc c'est aussi l'incapacité à terminer ce qu'il a commencé. C'est-à-dire on va donner un devoir à tous les enfants, tous les autres vont terminer, lui il commence et après il s'ennuie, il passe à autre chose. C'est l'incapacité aussi à rester concentré longtemps, à écouter l'enseignant et à fournir un travail où l'attention et la concentration sont demandées de façon soutenue. Alors, Hind Bouamma, justement, vous en tant que neuropsychologue, moi quand j'entends Dr Fifani dire ça, donc problème distraction, problème de concentration, incapacité à terminer son travail, j'ai l'impression que c'est commun à tous les enfants, la plupart des enfants, surtout à l'âge où est diagnostiqué ce trouble, donc très tôt, ils sont pas tous vraiment capables de rester assis pendant des heures sur leur chaise, de finir un travail. Les neurones des enfants, comment ça se développe? Pour comprendre, justement. Bien évidemment qu'un enfant de 4 ans, comme elle l'a dit, Dr Fifani, c'est tout à fait normal qu'il ait encore cette envie de bouger, qu'il ne soit pas concentré complètement sur la tâche qu'il est en train de faire. Mais à partir d'un certain âge, et comme elle l'a dit, donc à partir du CP, où on va demander à l'enfant vraiment de s'asseoir sur sa chaise, comme ce qui n'était pas le cas peut-être en maternelle où il y avait plus de liberté au niveau moteur. Donc là, on va demander à l'enfant vraiment de s'asseoir et là, on va se rendre compte qu'ils sont incapables. Qu'ils sont incapables de rester assis sur leur chaise. Ce sont des enfants qui sont facilement distraits et ce sont des enfants qui sont impulsifs. C'est des enfants qui vont couper la parole, c'est des enfants qui vont parler avant de réfléchir, c'est des enfants qui vont avoir du mal à patienter. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 symptômes qui se développent et qui, comme elle l'a dit également, vraiment vont interférer complètement dans leur vie scolaire et c'est là où on se rend compte que vraiment ce déficit d'attention, et je dirais même pas déficit parce qu'on on parle plus aujourd'hui plutôt de dysfonctionnement de l'attention parce qu'on se rend compte quand même que ce sont des enfants qui arrivent de temps en temps à se concentrer. Donc on va plutôt dire même de dysfonctionnement de l'attention et on va se rendre compte que là vraiment c'est vraiment un déficit, mais un dysfonctionnement vraiment très important, ce qui n'est pas le cas chez d'autres enfants qui eux vont avoir des difficultés de concentration, mais qui quand même vont arriver et qui vont quand même s'en sortir à l'école. Alors le terme scientifique c'est TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, sauf que communément on parle d'hyperactivité. Et donc finalement est-ce que ça pose pas plus de difficultés, même pour l'entourage, pour amener l'enfant au diagnostic? C'est-à-dire qu'on se dit, bon, il n'arrive pas à se concentrer, il est bête. Mais en fait, de l'autre côté, il est calme, il n'est pas hyperactif. Absolument. Et ça, c'est souvent le cas des petites filles. Puisque vous savez, on a des différences entre les filles et les garçons dans l'expression clinique des pathologies. Et là, les petites filles vont avoir tendance à faire des formes inattentives, pures. Et on les remarque pas. À partir du moment où elles sont tranquilles, elles rêvent. Voilà, elle est dans la lune, elle n'est pas là. Voilà, on dit souvent que c'est des artistes. Et d'ailleurs, il faut souligner aussi le point fort de ces enfants-là, parce que c'est très sympa de se dire que c'est des enfants qui vont focaliser sur des détails que personne d'autre n'aurait remarqué. Et partir dans des élaborations très artistiques, très comme ça. Maintenant, le problème, c'est la scolarité. Et la scolarité nécessite d'être dans un cadre. Malheureusement, nos programmes scolaires ne laissent pas beaucoup de place à la créativité. Il faut pouvoir s'adapter à ce niveau-là. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ça me paraît intéressant d'éclairer les gens sur ça, c'est que on le remarque parce que les enfants de cet âge-là sont censés. Ils sont tous, il y a des normes, vous voyez. Oui. C'est pas parce que cet enfant-là, oui, c'est encore un enfant, il est en train de jouer. Non, tous les enfants, à partir d'un certain âge, vous savez, il y a les stades de développement psychologique. Et ce qui est demandé aux enfants lors de l'école pour l'apprentissage au primaire est fonction de leur âge et de leur développement moteur normal qui est dans les standards. Alors justement, à 6 ans, par exemple, Hind, à l'entrée en maternelle, au CP, on va dire quel est le standard de développement des enfants? Parce qu'on dit aussi, oui, il faut respecter le développement de chaque enfant, mais pour vous, les spécialistes, il y a, comme disait Dr Fifani, des standards de développement. À 6 ans, pour le CP, quelles sont les normes?
Quelles sont les normes? Écoutez, en fait, un enfant à cet âge-là, tout simplement, il doit être capable de rester quand même assis un certain nombre de minutes. On ne va pas demander à un enfant de rester assis et concentré pendant 1 heure ou 2 heures. D'ailleurs, même les adultes, on ne leur demande pas ça. Mais quand même, on va dire qu'à cet âge-là, il faut qu'il y ait au moins une vingtaine ou trentaine de minutes d'attention soutenue sans interruption. Il faut que l'enfant soit capable, à partir de cet âge-là, vraiment d'être concentré sur une tâche sans qu'il soit perturbé par toutes les sources de distraction qu'il peut y avoir autour de lui. Quand il est en classe, forcément, il va y avoir soit un copain qui va faire tomber un stylo ou un ami qui va lever le doigt. Donc là, il ne doit pas être empêché un petit peu par ces distractions-là de faire son travail. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des troubles, ce qu'on appelle nous des troubles comorbides. Au-delà de ces problèmes d'inattention et ces problèmes d'hyperactivité motrice qu'on voit, il peut y avoir aussi de vrais troubles des apprentissages, notamment des dyslexies qui accompagnent des dysorthographies. Ça va se voir. Ça accompagne ce trouble? Ça accompagne ce trouble. Dans 30 à 40% des cas, on va avoir des comorbidités, c'est-à-dire que c'est des vraies difficultés d'apprentissage qui vont se voir à l'école avec la maîtresse elle-même. Si on peut revenir aux petites filles, parce que vous disiez que les petites filles, souvent, elles faisaient des troubles de l'attention, mais sans hyperactivité, et que souvent, on les catalogue de petites rêveuses, et puis on les laisse dans leur monde. Est-ce qu'il y a justement des diagnostics tardifs à cause de cela? Absolument. Absolument, il y en a beaucoup. On reçoit les petites filles beaucoup plus tard que les petits garçons, qui vers dérangent quel âge, tout le monde. plus ou moins? C'est-à-dire que les petites filles, ça va être plutôt vers la fin du primaire. Ça va être des petites de 10 ans, de 10-11 ans, où là, pour qui arrivent avec beaucoup de lacunes quand même. Qui arrivent avec énormément de lacunes, où là, on se dit, bon, elle va passer au collège, ou ils vont terminer le primaire, il y a un examen de passage, donc là, ça pose vraiment problème. Alors la difficulté aussi, oui pardon Hind, allez-y. Par rapport à l'hyperactivité et l'agitation, on va avoir une agitation motrice qu'on va retrouver dans la plupart des cas chez les garçons, mais on peut avoir aussi une agitation verbale, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs chez les filles, avec un débit de parole très très important. On parle de logorrhée verbale, où justement donc chez les garçons que ça va être beaucoup plus visible puisque c'est perturbateur, ça peut déranger au niveau moteur, mais chez les petites filles, on va plutôt être dans le langage et dans vraiment un débit de parole très important. Et voilà, c'est ce qu'on retrouve généralement plutôt chez les filles. Mais bon, c'est ce qu'on appelle communément les petites pipelettes, ou c'est beaucoup plus? C'est beaucoup plus. C'est des enfants qui vont vraiment passer d'un sujet à l'autre, du coq à l'âne, et qui ne vont pas s'arrêter de parler. Et c'est même épuisant parfois pour la famille et pour l'entourage. Comme c'est le cas pour l'aspect moteur, c'est également le cas pour l'aspect verbal. Alors quand on pose le diagnostic, on va dire... on va presque dire les garçons ont plus de chances que les filles parce que le diagnostic va être posé plus tôt. C'est deux. Statistiquement, c'est deux garçons pour une fille. C'est le sexe ratio, c'est ça. Mais par rapport au diagnostic, donc pour les garçons, on va dire c'est plus expressif, donc ça se pose très tôt. Cela dit, le problème aussi, c'est que c'est un diagnostic qui va se poser au CP et c'est vraiment une classe qui est compliquée. Parce que c'est une classe préparatoire avec beaucoup d'acquisitions. On demande aux enfants de passer de l'enfant à l'élève en classe, de l'enfant qui pouvait circuler tranquillement dans sa classe à celui qui doit rester beaucoup plus dans le format de l'élève, de l'apprenant, et d'apprendre beaucoup de choses. Donc déjà, quand ils n'ont pas ce genre de troubles, en tant que parents, on a du mal aussi à les accompagner, les devoirs, apprendre à lire, apprendre à écrire. Sauf qu'un enfant qui doit jongler entre son trouble et son apprentissage, est-ce que nos classes sont préparées, est-ce que nos enseignants sont préparés à cela? Hind Bouhamad. Ce qu'il faut se dire, moi je pense avant tout, c'est qu'il ne faut pas se presser dans le diagnostic. On n'a pas un temps pour poser un diagnostic. On peut tout à fait repérer des difficultés, éventuellement les prendre en charge et attendre plusieurs mois avant de poser un vrai diagnostic de TDAH. Donc on va voir aussi encore une fois comment l'enfant évolue, parce qu'on peut avoir de l'agitation sans que cela soit réellement lié à un TDAH. On peut avoir des troubles attentionnels sans que ce ne soit lié à un TDAH, puisqu'on peut avoir des troubles attentionnels chez des enfants avec une dyslexie, on peut avoir des troubles attentionnels chez des enfants surdoués, donc avec un haut potentiel. Donc il ne faut vraiment pas se presser pour poser ce diagnostic et prendre le temps pour voir aussi comment l'enfant va s'adapter justement dans cette nouvelle classe qui, elle, nécessite et exige une certaine discipline et rigueur. Même temps, c'est bon, quand je vous entends, ça rassure, en fait, ça peut rassurer les parents, mais en même temps, on va dire, cet enfant n'a pas de temps à perdre parce qu'il y a des acquisitions, en fait, il y a un programme scolaire. Mais justement, ces parents qui ont un enfant et que le diagnostic n'est pas encore posé, il y a pas mal de troubles, comment ils peuvent se comporter avec lui, comment ils peuvent l'aider à la maison?
on peut prendre en charge un enfant sans forcément poser à ce moment-là un diagnostic. Juste parfois, il est même compliqué de poser un diagnostic très très vite. Donc on va faire des tests, on va le prendre en charge en fonction de ses difficultés. Et puis, au fur et à mesure, on va voir comment l'enfant va évoluer. Si au bout de quelques mois, l'enfant a une capacité d'attention qui revient un petit peu dans la norme, on va dire, dans ces cas-là, on va écarter complètement le déficit, le TDAH. Si à ce moment-là, on se rend compte que les difficultés sont toujours là et qu'il y a toujours ces difficultés, à ce moment-là, on sera plus enclin à poser le diagnostic. Mais on n'est pas dans l'urgence du diagnostic. Pour les spécialistes. Quoique, bon, j'aurais tendance à ne pas être d'accord avec ça déjà parce que un diagnostic, c'est quelque chose de médical. Une démarche médicale sûre, basée sur des standards internationaux, pas sur ce que je pense ou ce que pense un collègue, mais sur des consensus internationaux médicaux, nous permet de poser un diagnostic à un moment donné. Parce que quand l'enfant arrive déjà à 6 ans, c'est pas qu'il ne s'est pas adapté à la classe de CP, il a déjà toute son histoire clinique. Nous disions au début de cette émission qu'il naissait avec. Oui. Et que donc, on va avoir beaucoup de difficultés qui vont être relatées par les parents. On a oublié de parler tout à l'heure des échelles de Conners qui sont importantes. C'est-à-dire qu'on donne, ce sont des questionnaires où sont reportés tous les symptômes liés à ce trouble-là, qui vont être renseignés à la fois par les parents et les enseignants. Et nous allons avoir des scores à ce moment-là, donc de toutes les difficultés qu'a pu présenter l'enfant. Donc on peut aussi les faire renseigner par les éducatrices qui s'occupaient de l'enfant dans le préscolaire. Et là, donc nous avons quand même un faisceau d'arguments, qu'ils soient cliniques, qu'ils soient neuropsychologiques, pour poser un diagnostic. Ce que nous faisons après, c'est l'étape de prise en charge qui est différente. Donc je peux penser qu'il y a ce diagnostic-là, je laisse l'enfant évoluer pour voir est-ce que je vais lui proposer plutôt donc une prise en charge en thérapie ou plutôt quelque chose de médicamenteux. Donc c'est là la différence. Alors justement, on va revenir sur ça dans un moment, mais ce qui peut paraître frustrant aussi, c'est que c'est un trouble qui est là, qui se développe, et puis arrive l'année fatidique où le diagnostic se pose, et c'est l'année fatidique où on a besoin que cet enfant soit dans ses totales compétences d'acquisition. Et ça, c'est frustrant pour les parents, parce que certains parents disent on se doutait que notre enfant avait quelque chose. On l'a emmené, et le premier contact en général, c'est le pédiatre. On a emmené notre enfant chez le pédiatre. Il disait non, ce n'est rien du tout, laissez votre enfant évoluer tranquillement, c'est un enfant. Et en même temps, on comprend, en fait, le pédiatre rassure les parents parce que chaque enfant évolue à sa manière. Mais est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites en amont? Est-ce qu'on peut anticiper la prise en charge avant l'âge fatidique de 6-7 ans? Est-ce que c'est possible? Ce qui est possible, c'est l'intervention comportementale. Je ne sais pas si Mme est d'accord. Ça, c'est possible. Alors, c'est de faire de la psychoéducation pour les parents, justement, de les outiller pour qu'ils puissent aider leur enfant, donc par rapport, par exemple, à tout ce qui est moteur. Il y a des choses qu'on fait d'un point de vue comportemental pour aider cet enfant à canaliser toute cette énergie motrice en sus qu'il peut avoir. Avant que le diagnostic ne soit véritablement posé, c'est-à-dire quand ils sont plus petits. Voilà, quand ils sont plus petits, il y a des choses, on fait des interventions parce qu'il est hors de question de donner des médicaments à un enfant avant l'âge de 6 ans. Oui. Ça, on est catégorique là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui ferment les yeux sur le comportement de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant, visiblement, a un comportement pas très normal, et les parents ferment les yeux. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, Hind, d'avoir des enfants à un âge tardif parce que les parents ne voulaient pas, en fait, soit écouter l'école, soit écouter l'entourage, ouvrir véritablement les yeux sur leur enfant? Bien sûr, bien sûr. Généralement, qu'est-ce qui alerte les parents? C'est un moment quand il y a vraiment un échec scolaire. Les difficultés peuvent être présentes depuis un certain nombre d'années, mais au moment où vraiment, là, l'enfant est complètement en échec scolaire, c'est là où ils viennent consulter. Donc certains sont en échec scolaire dès l'âge de 6, 7, 8 ans, d'autres, avec leur capacité cognitive, vont arriver un petit peu à compenser et à trouver d'autres stratégies pour s'en sortir, au prix d'un effort quand même assez important, et donc vont arriver à s'en sortir. Et c'est généralement à l'entrée au collège, où là vraiment il y a un emploi du temps à respecter, il y a beaucoup de matières, il y a des difficultés d'organisation qui vont apparaître, et c'est là où les parents vont être vraiment alertés et ils vont finalement venir consulter. Donc en fait, ce trouble peut ne pas se manifester dès la toute petite enfance. Il peut prendre son temps pour se manifester? C'est comme a dit Mme Bouhamel, c'est que c'est des enfants, ce sont des enfants intelligents.
Et donc, ils vont faire appel à d'autres zones cérébrales pour faire face à leurs difficultés. Et ils peuvent y arriver, plus ou moins bien. Mais comme elle a dit, au prix d'un très grand effort. Et ça sera toujours, vous voyez les appréciations qu'il y a sur les évals de certains enfants. Peut mieux faire. Oui. Travail insuffisant. Les enseignants se rendent compte que c'est un enfant avec beaucoup de potentiel, mais qui a des notes à peine moyennes. Quand ils arrivent à réussir quand même. Donc, À ce sujet, j'avais lu il y a pas mal de temps un article d'une Canadienne qui avait utilisé une métaphore que moi je réutilise beaucoup pour expliquer aux parents et même aux enfants ce que c'est que le TDAH. En fait, elle utilise la métaphore de la Ferrari. Elle explique en fait que la Ferrari, c'est une méthode, c'est une voiture ultra performante avec des capacités assez importantes par rapport aux autres voitures, mais sans carburant. La Ferrari ne peut rien faire. Et en fait, c'est la même chose avec les enfants TDAH. Ce sont des enfants qui ont des capacités intellectuelles très importantes. C'est des enfants généralement même avec une intelligence plus que la moyenne, mais s'ils n'ont pas d'attention, ils ne vont pas savoir utiliser leur capacité. Et donc il y a un peu ici aussi une manière de voir l'attention de façon un petit peu dynamique, puisque voilà, il faut un petit peu recharger la pompe et ça passe donc par du sommeil, par la qualité du sommeil. On va parler de tout cela justement juste après la pause et justement la prise en charge aussi qui est très très importante. Je vous retrouve dans un petit moment avec mes invités. N'oubliez pas qu'on parle aussi diabète dans un instant sur Média TV. À tout de suite. Et on continue de parler du TDAH, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. On en parle avec des professionnels. Et puis, dans un petit moment, je retrouve aussi le professeur Jamal Belkhader pour faire le point sur la journée mondiale de lutte contre le diabète. Je suis avec Dr Fatine Fifani, psychiatre et psychothérapeute, et puis avec Hind Bouamar, neuropsychologue. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. On continue la discussion autour de ces enfants, surtout, qui souffrent de TDAH. Donc, il peut y avoir un trouble de l'attention accompagné ou non d'hyperactivité. Ces enfants sont souvent stigmatisés, leurs parents également, parce qu'on dit souvent que ce sont des enfants, surtout pour les hyperactifs, ce sont des enfants mal élevés. Les parents ne savent pas les éduquer. Et donc, est-ce qu'on vous rapporte aussi cette souffrance, cette stigmatisation de la société, de l'école? Oui, elle est rapportée de manière extrêmement claire par les parents. Alors, je me souviens d'un petit patient qui avait été exclu de 3 écoles consécutivement en moins d'une année. Vous imaginez vous retrouvez avec un enfant de 8 ans qui est exclu de l'école? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Et aucune école n'acceptait de le réinscrire. Donc c'était vraiment une vraie... Le sachant souffrant du trouble, oui, ou le oui, diagnostic n'était pas posé? Si, le diagnostic avait été fait malgré ça, parce qu'il avait beaucoup... Enfin, c'était un enfant très agité, très impulsif, qui pouvait faire mal, être un petit peu dans l'agressivité. Et donc l'école le refusait catégoriquement. Mais pourquoi ce sont des enfants justement qui peuvent être dans l'agressivité, agresser l'autre? Ça n'est pas toujours le cas. Il faut être très prudent, mais quand ça arrive, il faut voir à ce moment-là, c'est là où la prise en charge à ce moment-là est intéressante pour voir, parce que c'est des enfants qui sont en souffrance. Souvent, ce sont des enfants qui sont rejetés par leur père. Les camarades n'ont pas envie de jouer avec eux parce qu'ils sont très impulsifs, ils ont tendance à couper la parole, à pas vouloir partager, à pas respecter les règles du jeu en commun, etc. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'amis, ce qui impacte leur estime de soi, qui est souvent très très faible et qui fait qu'ils répondent par l'agressivité. Un enfant rejeté devient agressif. Et donc, il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer à ce problème initial. Absolument. Alors, on va parler de la prise en charge de ces enfants. Hind Bouamar, vous en tant que neuropsychologue, qu'est-ce que vous proposez? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la prise en charge, elle est vraiment multidisciplinaire. Il n'y a pas que le neuropsychologue qui va entrer en jeu. Il va y avoir donc, si besoin d'un traitement, donc un suivi médical. Il peut y avoir aussi un suivi psychothérapeutique, parce qu'on va avoir des enfants, comme le docteur Fifani l'a dit, qui vont être en souffrance, qui vont développer des troubles anxieux, qui vont développer des affects de tristesse. Puis également, il peut y avoir donc des difficultés scolaires qui vont nécessiter une prise en charge, soit orthophonique, s'il y a des difficultés au niveau du langage écrit, soit en psychomotricité, pour justement prendre en charge cette agitation. Il peut y avoir donc une prise en charge neuropsychologique qui va travailler, stimuler le cerveau pour stimuler les capacités attentionnelles, pour stimuler les capacités d'impulsion. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Et comment, par exemple, d'abord ce que vous faites vous dans votre cabinet, et qu'est-ce que vous pouvez, par exemple, proposer aux parents qui nous regardent, qui ont un enfant qui souffre de ce trouble-là, comment ils peuvent l'aider à la maison, comment ils peuvent travailler avec lui? Ce qu'il faut savoir, c'est que la rééducation en fait, part du principe, se base sur la plasticité du cerveau, la plasticité cérébrale. On s'est rendu compte en fait que le cerveau, grâce aux apprentissages et grâce aux expériences, était capable de se modifier au niveau anatomique, mais aussi au niveau de sa physiologie. Cette plasticité, elle est importante au début de la vie, pendant l'enfance, mais elle peut être exploitable tout au long de la vie. Et donc le but de la rééducation, c'est justement de stimuler cette plasticité pour que les neurones, pour que les réseaux neuronaux qui sont intacts, qui fonctionnent bien, prennent le rôle un petit peu des réseaux neuronaux qui ne sont pas utilisés par l'enfant. Et donc plus on va stimuler cette plasticité, plus on va permettre à l'enfant de réutiliser des canaux neuronaux qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ou qui fonctionnent un peu mal. Alors juste, pardon, un détail, par exemple, les devoirs. Ok, c'est vraiment un instant qui est extrêmement angoissant pour les parents qui doivent accompagner ces petits-enfants. Avant tout, ce qu'on demande à un enfant pour faire ses devoirs, c'est un minimum d'attention, c'est au moins s'asseoir. Comment on peut aider un enfant qui souffre de ce trouble, de l'attention, avec ou sans hyperactivité, au moins de s'asseoir? Comment on l'amène vers l'acceptation des devoirs? Comment on fait à la maison? Ce qu'il faut déjà dans un premier temps, c'est mettre en place des routines. Un enfant avec un trouble déficitaire de l'attention a du mal un petit peu avec toutes les modifications et tous les changements. Donc il faut essayer de mettre en place une routine pour qu'il ait un milieu un petit peu structuré, pour qu'il puisse travailler toujours au même endroit, qu'il puisse travailler toujours au même moment pour mettre en place justement cette routine qui va le rassurer un petit peu dans son fonctionnement. Et puis surtout, il faut aussi aller avec son fonctionnement. Si on a un enfant qui est inattentif, on ne peut pas lui demander de travailler pendant 1 heure sans s'arrêter. Il faut mettre en place des pauses. Même des pauses de 3, 4, 5 minutes, mais des pauses toutes les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, pour que l'enfant puisse un petit peu, par exemple, qu'il puisse un peu se dépenser, aller chercher un verre d'eau, aller par exemple aux toilettes, des choses comme ça, pour qu'au moins il y ait un petit peu cette agitation. Pareil à l'école, on peut proposer à l'enfant avec une agitation d'aller chercher par exemple une feuille, d'aller distribuer les feuilles pour les autres élèves, d'aller chercher de la craie quand elle manque. Donc justement pour lui donner un petit peu ces moments d'agitation dont il a quand même besoin. Est-ce que ces moments d'agitation ont tendance à s'atténuer avec l'âge? C'est-à-dire qu'un enfant a vraiment besoin de bouger dans sa classe ou quand il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais plus il va aller vers l'adolescence, plus, bon, le trouble sera toujours là, mais l'agitation physique, moins. Oui, certes. Certes, bon, et a fortiori chez un adulte ne va pas sauter partout, c'est clair. Donc il y a le côté moteur qui a tendance à s'estomper avec l'âge. L'inattention, elle est toujours là. Et chez les adultes et les ados, en revanche, ça va être l'impulsivité. Je coupe la parole à l'enseignant, je peux être insolent. Ça, c'est si le diagnostic n'a pas été posé. Et donc, en fait, pardon, juste un petit détail, le diagnostic n'est pas posé. On se dit, avec l'âge, ça s'agit. Et donc, on a l'impression qu'il n'avait rien et que c'est juste un développement qui prend un peu plus de temps. Alors qu'en fait, on est en train de passer à côté d'un TDAH. C'est clair. Parce que, rappelons-nous au début, le problème neuronal, il est là. Oui. Il ne va pas disparaître, lui. C'est les mêmes neurones, c'est le même cerveau. Donc, on peut avoir des adultes qui évoluent autour de nous et qui souffrent de ce trouble sans savoir? Oui. Il faut savoir que, alors déjà, on n'a pas parlé de prévalence, c'est très important, ça a relevé que c'est une prévalence de 3 à 5%. Vous imaginez, de la population. 5% des enfants. Des enfants, d'accord. C'est-à-dire que si nous prenons une classe de 30 élèves, on a la chance d'avoir un élève dans cette classe qui souffre de ce trouble. Ça, c'est très important. Alors, de ces 5%, 70% vont garder ce trouble à l'adolescence et environ 50% à l'âge adulte. Maintenant, les manifestations donc, cliniques, effectivement, vont changer. Alors, pour un adulte, par exemple, on en connaît autour de nous énormément, mais on ne fait pas attention parce qu'effectivement, l'hyperactivité, elle n'est pas là. C'est des adultes qui vont être dans leur travail incapables de gérer leur rendez-vous. Ils vont oublier des choses importantes, ils vont pas terminer leur projet. On va avoir des personnes, même si elles travaillent, etc., qui vont avoir beaucoup de difficultés à travailler en groupe, dans une équipe par exemple. Ça va être la personne dans votre équipe qui arrive toujours en retard, qui ne donne pas ses projets à temps, dont tout le monde se plaint, etc. Souvent, on stigmatise cette personne de paresseuse.
Oui, c'est souvent voilà, des personnes paresseuses sur lesquelles on ne peut pas compter. On ne peut pas compter sur lui, de toute façon, on ne va pas lui confier ce travail. C'est des adultes qui vont avoir des difficultés dans leur vie de couple, gestion d'argent, va oublier les enfants à l'école, il n'ira pas les chercher, par exemple, ou elle n'ira pas les chercher. Donc c'est de grosses difficultés. Et puis se surajoute à ça, quand le trouble n'est pas pris en charge, les difficultés d'adultes, ce sont les difficultés de consommation, d'addiction. Cette impulsivité-là, qui peut être gérable encore quand on est enfant, poussera un adulte, par exemple, à consommer des substances, des drogues, parce qu'il se sent mal, et qu'il a traîné toute sa vie cette faible estime de soi, ce rejet, etc., qui vont faire qu'à l'âge adulte, il se débrouillera autrement pour retrouver ces sensations-là. Si on peut revenir au traitement, alors il y a beaucoup de polémiques autour de la prise en charge médicamenteuse. Alors, comment on prend en charge un enfant qui souffre de ce trouble avant d'arriver aux médicaments? Donc, normalement, pour vous, l'âge idéal pour prendre en charge ces enfants le plus tôt possible, pour les outiller, eux et leur famille, et si possible leurs enseignants, ça serait quel âge? Ça serait dès le début du primaire. Dès le début du primaire, dès qu'on a la plainte. Là, à partir du moment où on a cette plainte et qu'on arrive à les voir, parce que sinon on ne peut pas poser le diagnostic s'ils ne viennent pas à nous, à partir du moment où on a posé le diagnostic, il faut commencer la prise en charge le plus précocement possible. Alors, elle s'oriente sur 3 axes. On a la psychoéducation, donc ce dont vous avez parlé, ce que les parents peuvent faire avec cet enfant, comment ils peuvent l'aider. Il y a l'école, c'est aussi très important. Rapidement, si vous le permettez, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de points très importants, très peu, et il nous reste 2 minutes. Rapidement, un enfant justement qui est stigmatisé, qui est souvent rejeté par ses enfants, comment les parents peuvent, avec un petit mot, une petite phrase, penser cette petite blessure? Alors là, c'est lui apprendre à réagir différemment. Parce que justement, en parlant de plasticité neuronale, c'est lui apprendre à gérer son impulsivité, à gérer ses comportements avec ses pairs, à accepter les règles du jeu, à accepter le partage, etc. C'est comme ça qu'on lui apprend. L'importance de la prise en charge pluridisciplinaire. Absolument. Et il ne faut pas hésiter surtout à expliquer aussi à l'enfant ce que c'est que le TDAH, parce que c'est des enfants qui sont dans une sécurité interne très importante, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont comme ça. Donc il ne faut pas hésiter, expliquer aux parents, mais également expliquer à l'enfant, parce que c'est surtout lui aussi qui souffre de ces difficultés, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour l'aider. Et donc l'impliquer dans sa prise en charge. Les médicaments pour finir. Les médicaments, c'est très important, et c'est très important pour moi aujourd'hui de passer ce message, c'est de dédiaboliser. C'est à la fois de responsabiliser les professionnels. Un médicament est prescrit par un médecin. Ils se vendent chez nous au Maroc, les médicaments? Non, ils ne sont pas disponibles pour les médicaments de première intention qui sont les psychostimulants. Tout le monde connaît la Ritaline, le méthylphénidate. Ne se vend pas au Maroc. Nous sommes le seul pays de la région MENA, donc Afrique du Nord et Moyen-Orient, où le médicament ne se vend pas. Donc il n'est pas prescrit? Il est prescrit. Il est prescrit. Les gens se déplacent à l'étranger pour le chercher parce que c'est un médicament qui est important. À partir d'un certain degré de sévérité, on ne peut absolument pas. Mais pourquoi il n'est pas en vente s'il est prescrit? Est-ce que le contact... il y a pas... C'est quoi le problème? C'est avec le ministère de la Santé? Il n'est pas commercialisé au Maroc. Voilà, on avait organisé en janvier dernier toute une journée de travail sur cette thématique-là. On avait invité le ministère de la Santé. Il y avait beaucoup de représentants. Ils nous ont promis qu'ils allaient faire quelque chose parce qu'effectivement, ça ne s'explique pas. C'est un médicament qui a l'autorisation de mise sur le marché dans tous les pays du monde et qui est parfaitement inoffensif. Je tiens à le dire. C'est un médicament qui absolument n'a aucun effet ni sur la croissance de l'enfant, ni sur son intelligence. Pas d'addiction? Certainement pas une drogue. Au contraire, c'est un facteur protecteur contre les addictions à l'âge adulte. En tout cas, merci beaucoup de votre mobilisation avec moi aujourd'hui sur le plateau d'On se dit tout pour parler de ce sujet qui vraiment, on l'a préparé avec beaucoup d'émotion pour tous les parents et les petits-enfants qui souffrent de ce problème. Moi, je reste avec vous et on continue à faire de la prévention. Cette fois-ci, on va parler de diabète. À tout de suite. Et comme promis, eh bien, on continue la discussion. Cette fois-ci, on fait de la sensibilisation contre le diabète. Le 14 novembre prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète, une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qui peut être évitée. Justement, on en parle avec vous, professeur Jamal Belkhadir. Vous êtes médecin spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques et président de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète. Merci beaucoup d'être avec nous, professeur Belkhadir. C'est un plaisir de vous avoir. Donc, le 14 novembre de chaque année, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète, mais cette année, le 7 avril dernier, c'était la journée mondiale de la santé célébrée par l'OMS et célébrée cette année également sous le thème du diabète. Donc le diabète a eu 2 journées mondiales cette année. Qu'est-ce qui se passe?
Ce qui se passe, c'est que le diabète est devenu une véritable épidémie mondiale et chiffres à l'appui, le diabète est en train de greffer lourdement les budgets de tous les États et tout particulièrement les pays en développement, dont fait partie le Maroc, et les pays qui ne sont pas très développés. Et les années à venir, selon la Fédération internationale, selon l'OMS, les chiffres vont être encore plus accablants. Et c'est la raison pour laquelle l'OMS, le ministère de la Santé, la CNOPS, le Conseil national de l'ordre se sont réunis pour lancer cette campagne nationale à laquelle a adhéré la Ligue marocaine et l'ensemble des associations diabétiques pour faire de l'année 2016 l'année de lutte contre le diabète dans notre pays. Et aujourd'hui, la Journée mondiale du diabète est la belle consécration pour montrer que le monde entier doit se mobiliser contre le diabète et contre ce fléau qu'on doit soigner, bien entendu, mais qu'on peut éviter dans un très grand nombre de cas si on met les moyens et on met les politiques pour la lutte contre cette maladie. Alors vous l'avez dit, le diabète coûte cher et le diabète coûte cher à l'État marocain. La prise en charge du diabète coûte 11 milliards de dirhams à l'État au moment où le budget du ministère de la Santé ne dépasse pas les 14 milliards justement. Et ça, c'est les chiffres annoncés par monsieur le ministre de la Santé, Louardi, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, donc le 7 avril dernier. On a l'impression qu'il y a beaucoup de campagnes qui sont faites, il y a beaucoup de sensibilisation, les médias aussi essaient au maximum de faire leur job à ce niveau-là. Et pourtant, dans le monde, le diabète a quadruplé en 35 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le diabète surpasse les volontés de l'État? Parce que c'est une maladie liée aussi au mode de vie. Le mode de vie dans le monde entier, le développement, l'urbanisation, les progrès technologiques, l'abondance alimentaire ont contribué et contribueront malheureusement dans le développement de cette maladie. Et les chiffres marocains, qui tournent autour de 10% chez les personnes au-delà de 20 ans, restent des chiffres moyens par rapport à la région du Moyen-Orient et l'Afrique et en Asie. Et ceci s'explique par le fait qu'il y a une urbanisation rapide dans un certain nombre de pays, un développement rapide, une modification du mode alimentaire qui fait que les gens mangent trop. Alors concrètement, justement, pour que les gens se retrouvent dans ce que vous dites, dans le quotidien, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait comme erreurs qui peuvent amener justement à développer le diabète, qui est la première cause de cécité après 65 ans, qui est la première cause d'amputation dans certains pays et qui est la deuxième cause des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Et justement, on va en parler aussi dans cette émission des AVC. Comment on peut nous rapprocher de ce qu'on fait au quotidien et qui nous amène à cela? Il est très important qu'on comprenne que le diabète dépasse largement le cadre des médecins et du ministère de la Santé. Et c'est un problème qui concerne toute la société. Certainement, le ministère de la Santé est au premier plan et ses efforts sont tout à fait louables. Mais ça ne suffit pas. Il faut que toute la société, avec le Parlement, avec le gouvernement, avec les médias... Mais il faut que les individus aussi se mobilisent. Et d'ailleurs, au Maroc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a cette approche partenariale qui n'a jamais existé auparavant. Aujourd'hui, elle est réelle. Et par rapport à d'autres pays, nous sommes en avance. Donc nous profitons d'un espace et d'un esprit positif aujourd'hui et une prise de conscience réelle. Parce qu'au Maroc aujourd'hui, aussi bien au niveau de la CNOPS, au niveau du ministère, on sait qu'est-ce que coûte le diabète. Et on ne peut pas se permettre de laisser les choses évoluer ainsi. Le diabète coûte très très cher, les complications du diabète coûtent très très cher et on doit tout faire pour soigner très précocement le diabète, le dépister très précocement, mais en même temps faire tout pour réduire, éviter ceux qui peuvent devenir diabétiques. La prévention, justement. La prévention comment? Et la prévention, d'abord chez les personnes à risque. Les personnes à risque, ce sont les personnes qui ont du diabète dans la famille. D'accord. Les femmes qui ont eu des bébés, de gros bébés. Les personnes qui ont de l'hypertension et du cholestérol. Toutes ces personnes sont exposées à faire le diabète. Et donc, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent faire très attention à leur mode de vie. Bouger plus souvent, parce qu'on ne bouge plus, on utilise beaucoup les moyens de transport, la voiture, l'ascenseur, etc., etc. On doit bouger, peu importe, selon l'âge, selon les moyens de chacun. On doit manger sainement. Qu'est-ce que ça veut dire manger sainement? Éviter les sucreries en abondance, éviter le gras, éviter trop de viande rouge, manger marocain, manger traditionnel, manger beaucoup de légumes et beaucoup de salades, manger les fruits, réduire tout ce qui est
sel, ce qui est sucre, ce qui est gras, pour s'approcher d'une alimentation la plus physiologique, la moins calorique possible, et bien entendu, éviter le tabagisme. Parce que le tabagisme aussi est un très très grand fardeau qui complique l'affaire chez un diabétique, puisqu'ils attaquent les petits vaisseaux. Alors justement, ce qui se passe avec le diabète, c'est que c'est une maladie qui se développe à bas bruit, surtout pour le diabète de type 2. Le diabète de type 1, lui, il est très facilement diagnosticable. Mais le diabète de type 2, c'est un diabète qui vit caché. Est-ce qu'on peut expliquer le fonctionnement pour les téléspectateurs? Tout à fait, c'est une maladie silencieuse. Et on sait que 40% au Maroc aujourd'hui de diabétiques s'ignorent. 40%. Et c'est le diabète de type 2 qui est le diabète plus de type 2. répandu. Oui, oui, parce que le diabète de type 1, qui nécessite l'insuline, qui se voit surtout chez l'enfant, est très parlant. Absolument. Et très bruyant. Donc on ne passe pas à côté du diabète de type 1 et il ne représente que 5 à 6, 7, 8% de la population des diabétiques. Donc il n'est pas très fréquent. Et il est en augmentation très faible par rapport au diabète de type 2 qui représente plus de 90% des cas et qui pose problème à la santé publique, au foyer et au budget de l'État. Et ce type 2 de diabète s'observe justement avec des glycémies qui montent très progressivement et qui ne font pas parler d'elles. Jusqu'au jour où quelqu'un fait un AVC, fait un infarctus, fait un problème des yeux, fait une lésion qui ne veut pas guérir. Et donc, pour n'importe quoi, un sujet qui a du diabète dans la famille doit savoir qu'il est exposé au diabète et qu'il doit tout faire pour retarder le diabète. Parce que quand on a du diabète dans la famille, on risque de faire le diabète. Mais même si on fait de la prévention? Alors, quand on fait de la prévention, on retarde l'apparition du diabète. Donc, on a tout intérêt, au lieu de faire le diabète à 40 ans, de le faire à 70 ans ou à 80 ans. Les choses ne sont pas de la même manière. Parce que le diabète attaque aussi les organes. Alors, plus on fait attention, plus on va faire de la prévention primaire, c'est-à-dire on va retarder le diabète. Et quand on est diabétique et on fait de la prévention, c'est-à-dire on se soigne bien, on fait attention, on fait ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire réduire les complications. Donc la prévention doit être développée, défendue à tous les stades de la maladie et je pense que les efforts actuels au niveau du Maroc vont dans ce sens. Est-ce qu'on peut faire du dépistage précoce de diabète ? Bien entendu. Pour une prise en charge rapide. Tout à fait, c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Et dans toutes les campagnes organisées, que ce soit par le ministère de la Santé ou par les associations ou par tous ceux qui s'intéressent à cette maladie, c'est reconnaître les diabétiques qui ne se savent pas diabétiques pour rentrer dans le circuit de la santé publique, pour se prendre en charge, parce que parfois, il n'est pas dit qu'un diabétique qui commence un diabète doit prendre des médicaments. Souvent, c'est une hygiène de vie et tout se normalise. Si justement, on détecte à temps très tôt. On peut le faire. On peut ne plus être diabétique si on est pris en charge très vite? Alors, si on est pris en charge très vite, il y a de fortes chances pour que le diabète reste vraiment tout à fait à un niveau très latent, comme si on n'est pas diabétique. Mais quelqu'un qui a eu du diabète doit savoir qu'il doit tout faire pour ne pas développer la maladie. Absolument. Et tous les diabétiques le savent. Dès qu'ils font des écarts, le diabète s'aggrave. Oui. Donc, par conséquent, de la prévention, de l'éducation est personnalisée parce que chacun va faire un diabète à lui. C'est pas le diabète du papa, de la maman, du frère. Dans la même famille, on va trouver différents types de diabète. Mais est-ce qu'il faut rester en alerte par rapport à certains signes? C'est-à-dire même si je n'ai pas un diabète déclaré et je sais que j'ai un terrain favorable, bon, je fais au maximum de la prévention, mais est-ce qu'il faut rester à l'écoute de son corps pour essayer de se faire prendre en charge le plus tôt possible? Qu'est-ce qu'il y a comme petits signes qui pourraient annoncer un diabète et auxquels on ne prête pas attention forcément? C'est-à-dire il faut se donner le maximum de chances. Mettre les chances de son côté, c'est-à-dire bouger, c'est-à-dire manger bien, ne pas grossir, ne pas grossir. Mais par exemple, est-ce que je peux faire attention à certains signaux d'alarme envoyés par mon corps et auxquels forcément on ne fait pas forcément attention et c'est ce qui fait que beaucoup, vous l'avez dit, 40% de diabétiques s'ignorent? Oui, mais justement, le fait de grossir est sans accorder de l'importance parce que 80% des diabétiques sont obèses et 20% des obèses vont faire un diabète. Et quand on a du diabète dans la famille et qu'on grossit, c'est un signe très fort du diabète. Les hommes qui ont des gros ventres, c'est un signe qui oriente vers le diabète et vers le cholestérol. Donc, c'est signe. Puis, quand on fait une bronchite, quand on fait une infection, il faut penser au diabète, surtout si ça traîne.
Voilà, alors des champignons qui traînent, une lésion du pied qui ne guérit pas, des petits troubles au niveau des pieds, des petits troubles de la sexualité, un tas de petites choses doivent attirer l'attention et ne pas dire non, c'est rien, c'est pas grave, etc. En plus, il faut savoir que le diabète, quand il est pris en charge, même à un stade tardif, on gagne toujours. Absolument. Donc, toujours de la prévention, toujours une prise en charge et penser que plus le diabète est équilibré, les autres paramètres équilibrés, j'entends le cholestérol, l'hypertension artérielle, les autres paramètres, à ce moment, le diabétique vit bien. Alors, professeur Jamal Belkhader, la journée mondiale de lutte contre le diabète, c'est le lundi, c'est le 14 novembre. Pour vous, cette fin de semaine est une fin de semaine de festivités. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, cette année, nous avons programmé d'organiser cette journée à Dakhla. Et si nous avons choisi Dakhla, c'est pour de multiples raisons. Nous avons l'habitude... C'est une première quand même. C'est une première pour la Ligue marocaine de lutte contre le diabète et pour la célébration de la journée mondiale du diabète. Nous avons l'habitude de l'organiser à Tata, à Tantan, à Rachidia, à Rabat. Mais cette année, on s'est dit, on va l'organiser à Dakhla. Pourquoi? Parce que Dakhla est une belle ville. Parce que Dakhla profite aujourd'hui des grands chantiers lancés par Sa Majesté. Et puis, nous voulons montrer que le Maroc va rayonner cette année à partir de Dakhla. Parce que la célébration de la journée mondiale, elle est suivie dans le monde par la Fédération internationale, par la région MENA. Et à cette occasion, nous allons organiser, bien sûr, la journée médico-sociale au niveau de l'hôpital Hassan II, destinée aux diabétiques et au grand public. Mais nous allons organiser au palais de Dakhla un grand meeting scientifique avec des invités de marque, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite, de France, de Belgique, du Portugal, et avec en particulier deux présidents d'honneur, le professeur Jafiol, le président de l'Académie de médecine de France, et le professeur Mohamed Cheikh Biadillah, ancien ministre de la Santé et ancien président du conseil de la Chambre des conseillers, et d'autres personnalités très importantes du monde médical, en particulier les différents CHU, le Conseil national de l'ordre national, beaucoup de partenaires, justement, nationaux et internationaux. Et étrangers, et avec le soutien du Wali de la région, et des conseils municipaux et provinciaux de la région, et de la délégation de l'Académie d'éducation. Merci beaucoup pour votre présence avec nous, professeur Jamal Belkhader, médecin spécialiste en endocrinologie et maladies métaboliques et président de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète. Bon courage pour cette célébration, le 14 novembre, donc, journée mondiale de lutte contre le diabète. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas de retrouver cette émission sur notre site mediantv.com. On a parlé également d'hyperactivité. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation d'On se dit tout à Tanger et à Rabat. Bonne fin de semaine.